Bonjour à tous et bienvenue à l'American Heart Association. C'est la fin du congrès. Je m'appelle Gilles Montalesco, je suis professeur de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière et on a retenu quelques nouvelles pour vous. J'ai à ma droite le professeur André Lamy de McMaster, bienvenue. Merci. Le docteur Romain Chopard de Besançon, bienvenue à cette session, et le professeur Sylvain de la Pitié-Salpêtrière. Alors on va demander à Johan Sylvain de commencer, de nous dire ce qu'il a retenu dans le domaine des antithrombotiques, en particulier POISE-2 qui vient d'être présenté. Merci Gilles. Donc effectivement, POISE-2, donc une étude qui a été publiée en 2014, c'était une étude canadienne dont l'objectif était de répondre à la question pour savoir s'il fallait ou pas arrêter l'aspirine ou continuer l'aspirine avant une chirurgie extracardiaque. Donc c'était une grande étude randomisée, 10 000 patients, un peu plus de 10 000 patients. Qui avait montré qu'il n'y avait pas d'avantage à maintenir l'aspirine donc en prévention primaire chez ces patients-là. Les patients étaient tout venants. Il n'était pas prévu d'inclure des patients avec des stents, avec des antécédents d'angioplastie, mais il y a eu quand même des patients inclus avec des angioplasties, donc un peu plus de 400 patients. Donc l'étude présentée ce jour, c'était une sous-étude de ces 400 patients qui ont reçu un stent avant. La moyenne, c'était des patients donc stables qui avaient entre 4 et 5 ans d'histoire en fait, entre le stent et la chirurgie, et donc des patients qui ont eu dans la moitié des cas un arrêt de l'aspirine et qui s'est traduit par une augmentation du risque d'infarctus, de décès d'infarctus qui est quasiment doublé après la chirurgie ou au décours de la chirurgie. Donc des résultats qui sont assez attendus par rapport aux pratiques de cardiologie puisque on maintient l'aspirine, mais qui conforte le fait qu'on a vraiment besoin d'aspirine quand on est coronarien et qu'on doit avoir une chirurgie extracardiaque. Donc un résultat qui contraste avec le résultat principal de l'étude où l'aspirine n'avait absolument aucun effet sur la prévention des décès et des infarctus dans la population globale de 10 000 patients. Voilà, exactement. Et ils ont également fait une analyse de sensibilité sur les patients coronariens. Il y avait 2500 patients coronariens à peu près, et il n'y avait pas de différence avec les résultats principaux de l'étude. Donc ça concerne surtout les patients avec un stent. C'est vraiment l'angioplastie qui fait le risque, et encore une fois, l'arrêt du dernier antiplaquettaire pose problème chez ces patients-là. Voilà. Alors on dit antithrombotique, donc on dit aussi parfois complications des antithrombotiques. Il y a eu une étude importante publiée dans le New England sur la transfusion avec encore une fois une stratégie libérale ou une stratégie un peu conservatrice. Qu'est-ce qu'il en est? Alors effectivement, donc l'étude TRIX3 qui a été présentée, donc il y a un grand débat sur le maintien d'une hémoglobine assez élevée donc en chirurgie cardiaque et dans d'autres domaines également. Donc il y a des stratégies libérales où on transfuse de façon assez importante ou restrictive, où on pense que la transfusion peut amener des complications infectieuses. Ça a été un peu démontré, et puis ensuite ça a été infondé par des histoires randomisées, surtout en chirurgie cardiaque. Et il y a une question pour se poser sur l'augmentation des risques de décès ou risques cardiovasculaires type ischémique. Donc c'est une très belle étude randomisée, plus de 5000 patients, donc avant une chirurgie cardiaque, et qui montre qu'il n'y a pas de différence. C'était une étude de non-infériorité, donc aucune différence entre une stratégie libérale et restrictive. Il y avait tout de même à peu près 50% de transfusion dans la stratégie restrictive et un peu plus de 70% dans la stratégie libérale. Donc en chirurgie cardiaque, de toute façon, on transfuse, mais en pratique, pas de différence sur les événements. Donc on a une très bonne sécurité, donc on peut transfuser moins en chirurgie cardiaque. Ce qui confirme un peu ce qu'on a vu dans d'autres essais antérieurs, y compris chez les patients qui ont des hémorragies digestives, sur de la chirurgie de hanche, sur des patients qui sont en réanimation, où à chaque fois quand même la stratégie gagnante était essayer de se contrôler dans la décision de transfusion. Exactement, et donc c'est une question qui est un peu en suspens pour les patients cardiaques. Il y a deux très belles études qui sont en cours. Une étude canadienne MINT, donc chez les patients avec un infarctus, qui va également évaluer deux stratégies, une grande étude de plus de 3000 patients, et une étude française, internationale, menée par les Français, par Gabriel Steig, qui est l'étude Reality, qui est en cours d'inclusion également, qui va essayer de voir s'il faut transfuser ou pas les patients avec un infarctus et qui sont anémiques. Voilà, donc il faudra répondre aux mêmes questions pour les patients un petit peu à risque au plan coronaire, avec ces syndromes coronaires aigus dans ces deux études-là. Allez, on va passer à la suite, à la maladie veineuse thromboembolique. Romain, qu'est-ce qu'on doit retenir des anticoagulants dans cette situation? Alors, aucune présentation sur les anticoagulants dans la maladie thromboembolique veineuse n'a été faite lors de ce congrès de l'AHA. Néanmoins, la journée d'hier a été consacrée entièrement à la thrombose dans un colloque particulier. Et on a assisté à de nombreuses présentations qui étaient très intéressantes et qui ont permis de faire le point, notamment sur les données récentes de la prise en charge et de la prévention
et du traitement de la maladie thrombolique veineuse. Je voulais évoquer avec vous aujourd'hui l'intérêt du bétrixaban dans la prévention de la maladie thrombolique veineuse chez les patients hospitalisés pour une pathologie médicale, que ce soit une infection, un AVC, une insuffisance cardiaque. Le bétrixaban a obtenu tout récemment, là, cet été, l'autorisation de commercialisation sur le territoire américain par la FDA d'après les résultats de l'étude APEX qui a été publiée l'année dernière dans le New England Journal of Medicine. Le bétrixaban, c'est un anticoagulant oral direct, anti-10, comme l'édoxaban, le rivaroxaban ou l'apixaban. Des résultats mitigés avaient été retrouvés avec ces deux dernières molécules, avec notamment un surrisque hémorragique comparativement à une HBPM dans ce contexte de thromboprophylaxie en milieu médical. Mais là, dans l'étude APEX, la prescription de bétrixaban pour une durée d'un peu plus de 30 jours après une hospitalisation réduit le risque, la fréquence de survenue des événements thromboliques veineux comparativement à l'enoxaparine qui, lui, est prescrit selon la durée recommandée de 10 à 15 jours après une hospitalisation dans un secteur médical pour la thromboprophylaxie. Et la réduction des événements thrombotiques s'accompagne d'une réduction des événements hémorragiques dans le groupe de patients traités par bétrixaban. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le rationnel de la durée de prescription de l'anticoagulant pour une durée d'1 mois repose sur le fait que le risque thrombotique veineux persiste environ 1 mois après une hospitalisation. C'est des choses qu'on connaît, qui sont bien démontrées, qui sont démontrées depuis seulement quelques temps maintenant, mais je pense que c'est important de le souligner. Et puis l'autre chose à souligner dans l'étude APEX Trial, c'est que le nombre de patients inclus, enfin les raisons d'inclusion de ces patients, c'était des épisodes d'insuffisance cardiaque dans la majorité des cas. Donc c'est des patients qu'on prend en charge tous les jours dans nos services de cardiologie. Généralement, ils passent beaucoup de temps, enfin un temps plus important en tout cas que nos patients coronariens, en milieu hospitalier. Donc probablement que ces patients pourraient bénéficier de ce type de thromboprophylaxie qui apparaît efficace dans cette étude. Super, moi j'en profite pour dire aussi qu'on a eu dans le domaine des anticoagulants de dernière génération Bruce Control 2, une étude canadienne importante. Il y a eu la première avec les antivitamines K, la seconde c'est avec les nouveaux anticoagulants oraux chez les patients qui doivent avoir un pacemaker ou un défibrillateur. Et avec encore cette idée, est-ce qu'il faut arrêter le traitement ou le continuer pour faire le geste? Et là, la randomisation a été faite et les résultats montrent que les deux stratégies ont les mêmes résultats. Donc on peut adapter sa stratégie au profil du patient. Parfois, on voudra arrêter pour minimiser le risque d'hématome sur le site en question, et parfois on voudra garder la prévention parce que le patient est à haut risque thromboembolique. Donc, un résultat important aussi avec Bruce Control 2. Alors, le Canada est à l'honneur hein, parce que vraiment, il y a beaucoup d'études qui viennent de votre pays, et on a eu en particulier 2 présentations de COMPASS qui sont importantes. Pour débuter, l'étude COMPASS est une étude randomisée de rivaroxaban 2,5 mg plus aspirine versus rivaroxaban 5 mg ou bien aspirine, tout simplement. C'est une grosse étude de 25 000 patients qui a été présentée récemment à Barcelone pour le Congrès européen et qui a été publiée le mois dernier dans le New England Journal of Medicine. Alors, face à des résultats comme ça qui étaient très significatifs, il faut regarder l'impact économique, le coût de la médication et tous les ratios de coût-efficacité. Alors, c'est ce qu'on a fait. C'est une étude incomplète à ce moment-ci. C'est juste une étude sur l'impact monétaire des événements cardiovasculaires. Alors, on a fait une étude on a regardé les coûts aux États-Unis, au Canada, en France et en Allemagne. Et on a regardé les coûts des événements cardiovasculaires qui sont sauvés. Je vais vous donner les chiffres américains. Au niveau des événements cardiovasculaires, évidemment, l'accident cérébrovasculaire, la thrombose veineuse, l'infarctus myocardique, les revascularisations, les amputations, etc., etc. Le rivaroxaban 2,5 mg 2 fois par jour génère une sauvegarde de coût d'environ 6,2 millions de dollars américains durant l'étude pour les participants de l'étude. Mais la vie à l'hôpital aux États-Unis, elle est chère, hein? Non, bonne question. Mais les coûts qu'on a pris, ce sont des coûts, ce qu'on appelle le Medicare.
qui est le système pour les Américains âgés de plus de 65 ans. Et les coûts tous les jours, les coûts d'infarctus ou de chirurgie, etc., sont comparables aux coûts canadiens et comparables aux coûts européens. On ne parle pas évidemment des coûts d'hospitalisation privée aux États-Unis qui sont faramineux. On parle d'un système, en fait, qui est assez semblable à la médecine socialisée au Canada et en France. Alors, si on divise ces 6 millions par patient, on parle d'environ d'une sauvegarde de 680 $ américains par patient durant l'étude. Et ça donne environ, en France, avec les coûts français, environ 540 $ américains, donc environ 400 € pour la durée de l'étude par patient sauvé. Ça, c'est la première étape des coûts. On va faire maintenant ce qu'on appelle un modèle de coût-efficacité. On doit regarder le QALYs en bon américain, le Quality Life Year Saved, donc combien d'années on sauve et quelle sera la qualité de vie de ces patients-là. C'est un modèle qu'on doit bâtir qui sera fait d'environ 6 à 8 mois. Et l'autre chose qu'on ne sait pas encore, c'est quel sera le coût du médicament. Et ça se trouve qu'en France, il y a des rares pays à avoir ces médicaments-là déjà à 2,5 à 2 fois par jour. Vous l'avez pour le syndrome coronarien. On ne l'a pas aux États-Unis, on ne l'a pas au Canada non plus. Seulement la France, l'Allemagne et quelques pays européens qui l'ont. Et la question, est-ce que ce médicament-là, est-ce que le prix va diminuer ou il sera gardé au même prix qu'il est actuellement? Qui est, à mon avis, le même prix que 20 mg une fois par jour. Alors, c'est un peu spécial de voir que 20 mg ou à 2,5 2 fois par jour, c'est le même prix. Bon, c'est ce que c'est actuellement. C'est pas ce qu'on fait pour 1 kilo de pommes de terre, hein? Bon, on verra le prix qu'on obtient pour ce médicament, mais vraiment, c'est une question importante. Ouais. Voilà, en gros, quelques nouvelles retenues sur le domaine des antithrombotiques. Il y en a eu d'autres, mais celle-ci nous paraissait importante. Merci à tous et merci de nous avoir suivis.